Bonjour à tous, bienvenue à vous. On est ravis de vous retrouver en cette nouvelle année dans votre émission Ensemble c'est mieux. Et Ensemble c'est mieux pour voyager, on va commencer justement en beauté avec de beaux projets, n'est-ce pas Céline? Oui, tout à fait. Je vais vous parler du top 5 des destinations 2020. Ah, vous allez nous faire rêver dès ce matin. Allez. Les bonnes résolutions, eh bien évidemment, parmi elles figure l'activité sportive. On l'a tous dit, je vais reprendre le sport ou je vais faire du sport. Eh bien ça va devenir concret avec Hugo Mamba qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Hugo. Donc ce matin, le but va être de vous entretenir sur les fameuses bonnes résolutions, comment s'y prendre pour que ce ne soit pas qu'un vœu pieux. Eh bien, ça ne le sera pas parce que vous allez nous donner de très bons conseils, bien évidemment. On vous souhaite évidemment à tous une très très bonne année et on va également se pencher vers le passé avec Erwan Le Gall, avec qui on parlera de la suite du cycle de conférences sur les âges d'or de la Bretagne. Et puis on parlera également de décoration avec l'aménagement et la déco d'un futur appartement en construction, sans oublier notre ami Billy avec un nouvel animal à adopter. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous en cette nouvelle année. Ma chère Catherine est là également avec nous, ça va bien? Bonne année. J'ai oublié la les cotillons. Les cotillons, etc. Oui, très bien. Moi, j'ai commencé, ma bonne résolution, c'était d'économiser de l'argent. Et j'ai, sur un coup de faiblesse, comme ça, j'ai failli craquer et m'abonner à la salle de gym. Mais voilà, un abonnement à la salle de gym, ça va peut-être changer avec les conseils d'Hugo, on va voir. Non, mais je me suis quand même creusé la tête pour qu'on ait une bonne résolution à tenir tous ensemble. Parce qu'ensemble, c'est mieux. Et qui soit complètement gratuite et abordable normalement. Voilà, moyennant un petit test que vous pouvez faire aussi chez vous. Allez, c'est parti. Voilà, que je vous propose. C'est juste un test de prononciation, vous allez voir, ça va être très simple. Alors là, par exemple, vous lisez Au-dessus. au-dessus, très bien. Et ici, on a Dedans. dedans, voilà, très bien. On a différentes lettres et notamment différentes syllabes. Ici, on a au-dessus, dedans. Très bien. Voilà. Maintenant que ça, c'est bon. On va arriver à notre résolution maintenant, puisque, voilà, on l'a vu. C'est qu'on dise tous au revoir. Je vous explique pourquoi. Au revoir. Au revoir. Vous allez me dire, je le fais déjà. Voilà, on a 51 semaines pour tenir cette bonne résolution qui est, je le répète, gratuite et abordable. Et vous dites sûrement, je le dis déjà. Mais non, cette semaine, je vous propose d'écouter ce que les gens disent. Et vous verrez qu'en fait, la plupart des gens disent au revoir. Voilà. Et on l'a vu tout à l'heure, vraiment, on est sur des syllabes différentes, on est sur des mots même complètement différents. Et voilà, souvent, et dans des lieux très détestables aussi, parfois, il arrive à des gens de dire au revoir. Et au revoir, ce n'est pas un mot, en tout cas, ce n'est pas au revoir. Donc tous ensemble, arrêtons ce fléau et disons au revoir. Alors certes, vous allez me dire, Laurence, ça ne va pas empêcher les koalas de se faire griller les roustons en Australie. Ça ne va pas empêcher une troisième guerre mondiale, mais en tout cas, quand la maison brûle, sauvons les meubles. Et là, voilà, le au revoir, c'est un peu notre napperon au-dessus du téléviseur pour pouvoir dire au revoir dignement à 2019. Voilà, s'il y a une bonne résolution, en tout cas, ce serait celle-ci pour moi. Et on peut dire bonjour à 2020. Allez, bonjour. Allez, bonjour 2020. Allez, on va tout de suite regarder un petit peu les bonnes résolutions que l'on pourrait prendre en images. 2020, je bois moins de vin. 2020, je mange moins de pain. C'est rituel. Chaque début d'année, les 2/3 des Français prennent des bonnes résolutions. Objectif numéro 1 pour les dames, à 41%, perdre des kilos. Pour les messieurs, à 35%, c'est se mettre au sport ou en faire encore plus. Sinon, tout le monde ambitionne de positiver, 29%, de manger plus sainement, 28%, et quand même, de faire plus attention à l'environnement, 20%. Mais le problème avec les bonnes résolutions, c'est de les tenir. Et là, ça se gâte. Seulement 5% d'entre nous se disent sûrs de respecter leur engagement. Pas brillant. Alors, comment faire pour que les bonnes résolutions ne restent pas des vœux pieux? Voici nos conseils. Primo, fixez-vous des objectifs réalistes en quantité et en qualité. Une chose à la fois. Si vous êtes accro au soda, non, vous n'allez pas vous convertir à la tisane du jour au lendemain. Ne vous mettez pas la pression. La bonne technique, c'est celle des petits pas. Faites de chaque petit progrès une victoire et savourez le chemin parcouru, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez. On respire, on arrête de culpabiliser, on profite de sa famille, de ses amis, de la vie quoi, et on va à son rythme. Promis. Promis, hein. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions les uns les autres, quand même? Allez, petit tour de table rapide, peut-être, oui, non? Pour de vrai, je vais essayer le sport quand même. Pour de vrai, d'accord. Aurélie? Non, pas de grosse résolution, juste de se remettre à l'heure dans son organisation. Ah bien. Hugo? Pour rester dans le cadre sportif, j'ai décidé de me mettre de façon active à la natation. Ok. Bon. Je ne suis pas un très bon nageur,
C'est même catastrophique et j'ai décidé. Erwan? Oui, je vais tâcher d'être moins fébrile devant certaines couches nucléaires de mon fils. C'est une bonne idée. Céline? Très honnêtement, j'ai pas voulu cette année prendre Prendre de de bonnes- résolution parce Ouais. que je me rendais compte que c'était un peu tout le temps les mêmes tous les ans et que du coup, je me suis dit cette année, rien de nocif, le moment présent et on verra bien. Ah bah, c'est pas mal ça comme philosophie. Et c'est peut-être aussi la philosophie de Caroline Le Tourneau. Bonjour Caroline. Bonjour Laurence. Vous êtes sophrologue et les bonnes résolutions, bien en fait c'est quelque chose dont vous dites que c'est pas forcément utile, pas forcément nécessaire. En fait. Alors, Il y a du pour et du contre. Voilà, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que en soi, effectivement, j'aime pas le terme résolution parce que dans résolution, il y a un aspect très moral. Déjà, bonne résolution. Il y a quand même le mot résoudre. Il y a le mot solution. Bref, on est en train de partir sur la lutte concernant nos comportements. On cherche finalement à pallier à nos manquements. Et je pense que déjà, rien que là, on part sur une base de motivation qui n'est pas tout à fait adaptée pour aller vers la réussite. Donc, vous utilisez un autre terme qui est beaucoup Oui. plus joli, beaucoup plus poétique. Je trouve Alors, vraiment magnifique. c'est ça. Moi, je préfère parler de floraison. Quelles vont être mes floraisons Quelles pour vont être mes 2020 floraisons pour 2020? Voilà, c'est-à-dire de quelle manière j'ai décidé de m'épanouir en m'appuyant peut-être sur des choses que j'ai déjà, qui me font plaisir et qui font que petit à petit, à travers le temps, eh bien, je vais me sentir bien, je vais profiter de la vie et pour autant garder des objectifs, mais des objectifs en appui sur ce qui me correspond. Donc des objectifs réalistes, des choses qui puissent nous Exactement, correspondre. réaliste. Alors comment on va pouvoir s'épanouir en 2020? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Alors, les propositions que je pourrais faire par rapport à ça, alors en premier lieu, ce serait de pouvoir s'intéresser davantage à ses forces personnelles. C'est-à-dire qu'au niveau de la psychologie positive, il a été établi que l'être humain possédait un panel de forces personnelles qui lui étaient propres, qui pourraient être un peu assimilées à des qualités, mais qui n'en sont pas puisque c'est intrinsèque à la personne, c'est authentique et que quand on les met en application, eh bien on est dans des zones d'énergie, d'épanouissement et d'efficacité. Ça veut dire quoi? Qu'on écoute sa petite voix intérieure? Eh bien, on va s'appuyer finalement sur ces caractéristiques qui sont propres pour pouvoir se développer, profiter. Alors voilà, par exemple, derrière vous, Laurence, vous avez quelques cartes qui les représentent. Donc, par exemple, je suis un gentil. Eh bien, de quelle manière je peux m'appuyer sur cette gentillesse? Parce que quand j'y fais appel, je me sens bien, c'est moi, ça fonctionne, et je vais vers plus d'épanouissement. Donc on active ses super pouvoirs. On active ces super pouvoirs. On qui en nous a font combien avancer. en gros chacun? On en a beaucoup. Vraiment, on se focalise sur les 5-6 super pouvoirs principaux, on va dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a finalement tout un panel, mais vraiment, les forces de signature que l'on peut avoir, il y en a seulement entre 5 et 10. Alors, je dis seulement, mais en même temps, c'est déjà un pas mal. sacré beau petit palmarès. Bon, la petite voix intérieure, on l'écoute aussi, on La l'imagine, petite bien voix sûr. intérieure, on l'écoute, et puis surtout, on essaye de s'adresser des discours un peu plus sympas. Donc ça veut dire quoi? On se parle comme à un ami? C'est ça, exactement. Finalement, la plupart du temps, on s'adresse à soi-même comme on ne s'adresserait pas à des amis. Donc, on essaye de réadapter ce discours, d'essayer de faire preuve d'un peu plus d'indulgence, un peu plus de tolérance envers soi. Il faut savoir qu'on a à peu près, on se formule à peu près entre 300 et 1000 mots par minute. On s'en rend pas compte. C'est incroyable à quel point on peut se parler à soi-même. Et donc, on essaye de modifier ce discours pour faire preuve d'un peu plus de gentillesse envers soi. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va jouer sur votre efficacité? C'est la façon dont vous vous adressez à vous au niveau du pronom que vous utilisez. Qu'est-ce qui va être le plus utile? De se parler en se disant « je », en se disant « tu » ou en se disant « il ». Alors moi c'est nous, mais c'est un peu... C'est à cause de tous les amis. Ah ouais, j'ai le même problème. Oui, c'est vrai. Je c'est mieux, non? Le jeu, Ah, peut-être pas. pas. Le tu? Pour l'instant, je suis sur le moi, je dessus. dis moi. Le tu, ouais. Ça dépend. Toi, Pour Régal, un- c'est des trucs. pour un sosie- Pour un sosie officiel d'Alain Delon, c'est le il. Ah ouais, c'est ça. tout à fait. Oui, effectivement. Alors, c'est le tu et le il. C'est une étude qui a été menée en 2017 à l'université de Michigan et qui montre que le fait de pouvoir avoir cette distanciation, c'est comme si on avait un partenaire finalement à côté de nous D'accord. qui est en train de nous encourager. Et donc, on fait preuve de plus d'efficacité que lorsqu'on utilise le jeu.
Alors on cultive aussi les relations positives, la qualité dans la relation avec les autres. L'humain est un être social. On ne peut pas fonctionner sans être en contact avec les autres. D'ailleurs, la plupart des émotions, si vous y faites attention, viennent toujours d'une relation, d'un contexte où il y avait une autre personne. Donc on essaye de privilégier toutes ces relations qui nous font du bien. On n'attend pas qu'une occasion se présente, on la provoque pour aller retrouver, pour pouvoir passer un coup de fil aux personnes qu'on aime. On essaye de s'entourer ainsi positivement. Et puis... Ça change la perception, je vais y arriver, qu'on a de la vie et des choses en général. Exactement. Et là encore, il y a une étude qui a montré, une étude de psychologie, qui a montré qu'on avait une perception inférieure de la hauteur d'une montagne quand on l'évaluait en présence d'un proche. Donc c'est moins insurmontable. C'est moins Exactement. insurmontable, ouais. D'où l'importance de privilégier les relations et puis de les cultiver aussi, faire preuve de gratitude, de prendre conscience des personnes, de ce qu'elles nous apportent, de ce qu'on peut leur apporter aussi, et ne pas hésiter à dire merci. Bon, ça c'est essentiel, effectivement. Merci, et puis, Caroline. Merci, Caroline. On va vers des petits pas, on utilise des petits pas pour aller vers ses rêves, vers ses souhaits. Oui. Et ça c'est important. Et ça également, c'est-à-dire que quand on se pose la question de quel est votre rêve, très souvent, finalement, c'est une donnée sur laquelle les enfants arrivent à répondre, et nous, adultes, c'est souvent un peu plus compliqué. Eh bien, on essaye de revenir un peu à ces rêves d'enfants ou aux rêves qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et puis, au lieu de viser la lune directement, eh bien, on se dit, cette année, quel est le plus petit pas que je peux faire vers ce rêve ? Je rêve d'être championne de France de danse. Enfin, autant vous dire que c'est pas demain. De natation. De natation, tout à fait, Hugo. De natation. Eh bien voilà, peut-être je peux commencer à m'inscrire à un cours. Dans et la puis baignoire. faire le plus petit Acheter des pas. fauteuils. Des brassières. Ça peut être un des petits pas possibles, tout à fait. Mais voilà, c'est-à-dire que j'essaye de me programmer le plus petit pas que je peux faire pour avancer vers ces rêves. Et donc, je fais référence aussi à un youtubeur, Grégoire Husneau, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et qui avait lancé... Ces pancartes. Voilà, des pancartes « Aimez-vous, bordel de merde », ça j'adore. Et puis, il avait aussi lancé toute une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet sur Vous voilà. êtes super. Vous C'est êtes comme ça. super, et quel est votre rêve ? Et donc, dans cette vidéo, il abordait des badauds, en disant, bah voilà, et c'est quoi votre rêve ? Mais pourquoi ? Mais c'est pas trop tard, mais vas-y, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien voilà, allez voir cette vidéo et commencez par poser une intention telle que celle-ci pour cette année. Ça n'est jamais trop tard, hein, on l'a bien compris. Exactement. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Ça n'est jamais Laurence. trop tard pour se mettre à la natation, et c'est Hugo qui va nous le prouver. Hugo, le sport, ça fait partie des bonnes résolutions. Une bonne floraison. Des floraisons. C'est la floraison numéro 1 des Bretons. Ils sont 40% à vouloir pratiquer une activité sportive. C'est leur bonne résolution numéro 1. Comment faire ? Du coup, vous allez nous donner quelques petits conseils ce matin, des conseils dans le domaine du sport. Oui, effectivement, la flamme des bonnes résolutions sportives, des bonnes floraisons, est assez fragile. Donc, il va 5%, falloir on est assez 5% vite... les tenir, oui, c'est ça. Il va falloir assez vite se mettre en action pour que, entre guillemets, le projet prenne forme. Donc, dans un premier temps, déjà, il va être important de motiver son entourage. C'est le projet sportif dans lequel il ne faut pas prendre le risque de s'embarquer tout seul, surtout quand ça fait longtemps qu'on a décroché. Donc chercher un copain, une ou deux personnes, un collègue à Qui veut motiver aller à la piscine pour avec que, Hugo. entre guillemets, malheureusement, je m'y suis mis tout seul. Ah, d'accord. Bon. Et donc, en fait, le fait d'être en groupe, ça permettra d'avoir une motivation collective. Oui. Il y en a un qui veut lâcher, il y a le collègue qui dit, bon, Ouais, on s'est mis, bouge-toi, on a quelque chose de prévu. Donc ça, c'est le Conseil numéro 1. Le premier S'entourer. objectif à fixer, ne pas commencer tout seul. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir s'équiper. C'est-à-dire, si j'ai eu la chance que le Père Noël ait pensé à moi et ait apporté une bonne paire de baskets ou un équipement, Il fallait y voir un message subliminal. Si vous recevez des baskets à Noël, c'est que bon, il y a peut-être une petite intention, comme dirait Caroline. c'est un bon départ. Sinon, c'est pas grave, on rentre en période de solde. Hein. Ouais. Donc, ne pas hésiter à faire chauffer un petit peu la carte bleue pour, entre guillemets, avoir l'équipement adapté. Avant de faire chauffer le bitume. Exactement. Je fais le bitume. Et pour pas trop faire chauffer le bitume, quand même, il faut avoir le bon équipement. Donc, le principal, ça va être le chaussage. C'est choisir une bonne paire de baskets. Il y en a un peu Surtout pour lourd. la natation. Pour la natation. Il y a le launch coat, sinon ça fonctionne aussi. Donc, au niveau du chaussage,
Quand on est un petit peu lourd, il va falloir prendre une paire de baskets qui a un bon amorti. Bon, ici, ce ne serait pas le cas, parce qu'on est tous déjà très affûtés. Mais bien sûr. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel. Ouais. On va, parce que maintenant, on peut tester dans le magasin, je mets les baskets, j'ai le droit de faire quelques accélérations, 3 fois le tour du magasin, avant de choisir si la paire de chaussures me correspond ou pas. Donc voilà pour les baskets et pour l'équipement. Bon, aussi flashy que possible, donc à se remettre au sport, Oui, faut autant que ça se être vu, voit. que ça sache, etc. Ça Des pourrait fois, en il vaut plus mieux que ça ne créer sache des- pas trop. le but est de créer des vocations, donc du coup, en passant, là, on l'a vu, etc. On a envie d'y aller, on a envie de la suivre, on a envie de le suivre. Donc ensuite, il faudra choisir le type de sport. Si on débute vraiment, je recommande quand même le sport encadré. On va se rapprocher d'un professionnel, on va lui dire « je ne sais pas trop comment faire ». Je veux bien être guidé, quitte ensuite à prendre son autonomie et à se mettre à pratiquer de son côté. Et pour pas se blesser aussi. Et pour ne pas se blesser. Tu vois, la crampe, Parce qu'il faut le- quand même y le aller déchirement. progressivement. hein. Il faut y aller progressivement. Et à ce sujet, il va y avoir 3 items qui vont être importants. Le premier, c'est la progressivité. C'est-à-dire, quand on reprend, le but, c'est de terminer sa séance en se disant « j'aurais pu faire plus ». Ça, c'est un bon signe en général, parce que quand on fait de l'activité physique, on vient abîmer des fibres musculaires. C'est pour ça qu'on a des courbatures le lendemain. Donc si on en fait trop, on les abîme de façon très importante, et le risque, c'est d'arriver à la blessure. Donc si on y va tranquille, on n'aura pas beaucoup de courbatures, sachant que les courbatures, c'est plutôt progressif, parce que c'est plutôt positif, parce que quand on abîme des fibres musculaires, elles se reconstituent toujours en plus solides. C'est ça la progression, et on aura de moins en moins de courbatures au fil des séances. Le deuxième item, ça va être la régularité. C'est-à-dire régulariser, si j'ai décidé de partir pour une sortie par semaine, de marche, de course, que sais-je, eh ben, je m'y tiens, une par semaine. Si je suis parti pour 2, je me tiens à mes 2 sorties par semaine. Si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Hein. Mais au début, cette régularité va quand même être importante parce que c'est ce qui nous fera progresser. Une fois par an. Mais toutes les années. On ne saute pas d'année, on ne dit pas c'est une année bissextile, j'y vais pas, je me repose. Donc ensuite, le dernier, ce sera la récupération. C'est-à-dire qu'on va faire l'activité physique, on va générer de la fatigue, on va stresser son corps, etc. Donc il faudra aussi s'aménager des plages de récupération. On va bien manger, un petit peu se faire plaisir aussi quand même, parce que la plupart d'entre nous, quand on se met à des bonnes résolutions sportives, c'est pour continuer à avoir une vie un petit peu dégradée par ailleurs, continuer à manger un peu n'importe quoi. Ça, mais pas du tout. Alors là. Donc il ne faudra pas y renoncer non plus, boire beaucoup d'eau, bien dormir, etc. De l'eau. De Très l'eau. important. En grande quantité. Voilà. Une bouteille, 1,5 litre par jour minimum. 1,5 litre On se met d'eau au par sport. jour minimum. Donc Merci. voilà, j'espère avoir fait le tour Parfait. de ces floraisons futures. Il y a des Des points communs, floraisons quand même. sportives. La Merci. relation sociale. Ouais, Ouais, le exact. pas à pas, le non-jugement, il y a des points communs entre Il y a beaucoup de résolution points ou communs, pas. effectivement. Ouais. Incompatible. C'est pas incompatible du tout. Non. Allez, on va poursuivre notre quête de quiétude et de bien-être qui motive évidemment certains à changer de vie. C'est le cas d'un surfeur breton qui s'est installé à la pointe du Raz, au plus près des Embruns, une immersion sur l'un des grands sites naturels de France, signé Manon Amiot et Christophe Rousseau. De la pointe du Millier à la baie d'Audierne, entre landes et falaises, le grand site passe par la pointe du Vent, puis la pointe du Raz, battue par les vents et l'océan. Dans la zone protégée se trouve la baie des Trépassés. Les légendes racontent qu'autrefois, des marins naufragés s'échouaient sur la plage. Aujourd'hui, ce sont les surfeurs qui viennent conquérir cette baie, réputée pour sa forte houle. Gwendal y a créé son école de surf il y a 25 ans. Ses journées sont rythmées par les marées. Et lorsqu'il n'enseigne pas, il est à la recherche de nouveaux objectifs personnels. On organise notre temps de travail un peu en fonction des conditions météo, de manière à privilégier les belles journées pour soi. Bon, avec le travail, ça devient un peu plus technique en saison, quoi. Mais ça se fait. Hors saison, voilà. On est sur un choix de vie. Qu'importe les conditions, Gwendal s'entraîne toute l'année. Je crois que je surfe de plus en plus. Ouais. C'est addictif.
s'est passé? Très bien, toujours. C'est une très belle session, une petite vague, mais qui ouvre bien, qui déferle bien. Pour finir une journée de cours, c'est idéal. C'est vrai qu'on a un site assez exceptionnel, avec la Pointe du Raz, l'île de Sainte, Évennec, donc c'est une carte postale tous les jours. Et la carte postale attire. Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de surfeurs de France ou d'ailleurs viennent chercher une certaine quiétude du bout du monde. Ah, notre magnifique Bretagne, qui n'empêche pas d'aller voir ailleurs quand même, hein, pas de jaloux. Les bonnes résolutions, Céline, ça peut être aussi de concrétiser des projets de voyage pour cette nouvelle année. Tout à fait, des petits besoins d'évasion qu'il faut réaliser. Et donc pour ça, je me suis intéressée au top 5 qui a été fait par le Lonely Planet, le guide touristique, et il s'est basé sur des rapports d'experts de voyage, des éditeurs, des auteurs, des blogueurs bien sûr. Et cette année, ils ont beaucoup valorisé l'écotourisme, pas uniquement, mais principalement. Alors, quelle est la première destination dans le top 5 ? Le number one is Bhoutan. Bhoutan. Voilà, je ne savais pas exactement où le situer sur la carte. Donc, c'est un royaume bouddhiste qui est à la frontière chinoise et de la Chine et de l'Inde. Voilà, donc c'est magnifique. Il y a des palais, des forteresses qu'ils appellent les dzongs, des montagnes, des vallées. C'est vraiment magnifique de ce que j'y ai aperçu. C'est un pays, on l'appelle le pays du bonheur. Ils ont mis en place le BNB, le bonheur national brut, qui remplace le PIB, le produit intérieur brut. Donc ils ont d'autres critères d'évaluation, mais ça montre bien la volonté du bien-être, on va dire, mais pas seulement des gens, mais aussi de l'environnement. C'est le premier pays à avoir une empreinte carbone négative. Et ça va être la première nation à être entièrement bio en 2020. Donc c'est quand même quelque chose. Et bon, par contre, ça se paye en tant que touriste parce qu'ils veulent limiter justement une politique touristique très stricte. Faut payer. Il y a un forfait journalier minimum de 250 US $, donc 220 € à peu près, qui comprend un guide, l'hébergement 3 étoiles minimum, le transport, le repas, le musée, mais il faut ça au minimum et selon le nombre de personnes avec lesquelles nous partons, le prix varie. Donc soit on se dit c'est bien, au moins ça limite le nombre de touristes, je me sentirais privilégiée, le pays est authentique et je contribue au développement durable de ce pays, où on se dit j'ai un peu l'impression d'être un pigeon quand même. Donc voilà, ça dépend, mais c'est un pays magnifique. Alors, autre pays. Alors, la surprise que j'ai pu avoir, c'est l'Angleterre. Parce que bon, c'est bien connu quand même, c'est plus proche, c'est peut-être moins exotique. Mais par contre, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'ils vont inaugurer le England Coast Path. Et en fait, c'est le plus long sentier côtier du monde. Qui va faire 2800 miles, je crois que ça équivaut à 4500 km si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est une grande première et donc on va pouvoir profiter des falaises, des plages verdoyantes. Voilà, c'est je pense, quelque chose à mettre dans sa to-go list. À découvrir donc au plus vite. Autre destination dans le top 5 ? Alors, Macédoine du Nord, qui s'appelait auparavant Macédoine, mais il y a eu un changement d'appellation pour des meilleurs rapports de voisinage, visiblement, notamment avec la Grèce. Peu importe, c'est un pays qui est reconnu pour sa gastronomie, la tradition, la culture, mais qui n'était pour autant pas une évidence quand on réfléchissait à la prochaine destination de voyage. Donc le Lonely Planet donne 2 nouveaux arguments. Le premier, c'est qu'il y a le High Scardus Trail. C'est un sentier de 495 km qui fait passer par les plus beaux sommets de ce pays, donc à faire. Et le lac Doride, qui est justement en image derrière vous, qui va être beaucoup plus accessible puisqu'il y a une nouvelle ligne aérienne qui va être développée cette année. Vous connaissez, Erwan ? Oui, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Gwendal Piéguet, un chercheur de très grand talent et qui travaille sur les brigades russes en Macédoine. La Macédoine est un haut lieu de la Première Guerre mondiale. Il y a des batailles lacustres dans le secteur et c'est effectivement un endroit qui me plaît beaucoup, d'autant plus que je suis un philhellène irrepenti. Donc oui, ça m'intéresse grandement. Alors voilà une destination à faire en 2020. Tu n'essaierais pas de glisser quand même du sport et des randos dans tes destinations de voyage ? Oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions. La randonnée, je pense, c'est le côté nature, du coup, vraiment être au contact de la nature, la rando, les trails, il y a beaucoup de ça parmi les propositions du Lonely Planet. Mais pas que, il y a aussi de la farniente, vois-tu ? Il y a Aruba.
temps, ma Oui, Céline. alors Aruba, c'est une île des voilà. Antilles néerlandaises qui est en train de passer au 100% énergie non renouvelable. Le plastique non réutilisable sera interdit, ainsi que les crèmes solaires. C'est une destination où il y a les plages, mais pas uniquement. C'est très coloré dans les ruelles, puisqu'il y a des fêtes culturelles traditionnelles à y voir. Et la dernière destination, c'est le Eswatini, que je ne connaissais pas, qui est en fait anciennement Swaziland. Et donc c'est en Afrique australe. C'est pas du tout reconnu, c'est pas du tout visité, mais ils sont en train de développer des nouvelles lignes aériennes pour y accéder, en interne également, pour profiter le plus possible des réserves naturelles, des parcs, des fêtes religieuses. Il y a beaucoup de traditions là-bas, donc c'est un dépaysement total. Sortir des sentiers battus, sortir des sentiers battus, de la nature, de l'environnement et des habitants, parce que c'est essentiel. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous tente alors les uns les autres? Aruba, moi je conseille, parce que je connais l'île d'à côté, Curaçao, et pour la plongée, c'est top. Donc, mais par contre, il faut savoir nager, Hugo. Pour la plongée. J'irai en Macédoine. Il y a d'autres suggestions, Céline? C'est un top 10 que le Lonely Planet a réalisé. Donc, les autres, c'est Costa Rica, Pays-Bas, Libéria, Maroc et Uruguay. Et pas la Bretagne. Et pas la Bretagne. Mais pourquoi pas la prochaine fois faire le top 10 des choses à visiter en Bretagne. On a tellement une magnifique Bretagne que ce serait possible. L'Angleterre en numéro 2 après le Brexit, je trouve ça quand même fort de café. Il y a l'aspect politique et puis il y a l'aspect environnement, paysage, quoi. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on aura que l'embarras du choix pour voyager en cette nouvelle année. Merci beaucoup, Céline. On va, avant de parler de religion avec vous, d'histoire religieuse, Erwan, on va justement redécouvrir ou découvrir un bijou de l'architecture religieuse à Rennes. Ça s'appelle le couvent des Jacobins. Il a été superbement rénové et transformé pour s'adapter à notre époque. Il est devenu, après travaux, un centre de congrès et d'exposition d'exception. On va revenir sur ce chantier hors norme avec Catherine Jonot et Jean-Michel Piron. Construit au XIVe siècle, le couvent des Jacobins a depuis longtemps perdu son âme quand, lors d'un vaste chantier de fouilles archéologiques lancé en 2013, seront exhumées près de 800 sépultures, des sarcophages en plomb qui reposent au sein de l'ancienne abbatiale. Parmi eux, celui de Louise de Quingot, noble dame devenue religieuse, dont les restes sont étonnamment conservés. Trace d'une vie monastique qui fut rayonnante, organisée autour de ce cloître et de son jardin. Ces frères prêcheurs qui vivent ici, ils ont comme rôle finalement d'aller à la rencontre des habitants, d'où l'implantation ici dans ce quartier autour de la place Sainte-Anne. Et ils ont aussi un rôle d'éducateur. Et donc on sait qu'au sein de ce couvent, il y avait une bibliothèque qui contenait près de 5000 volumes. Et donc il faut imaginer qu'à l'époque moderne, au XVIIe et XVIIIe, on a des étudiants qui viennent ici. Et puis c'est aussi un lieu très spirituel, parce qu'à partir du XVe siècle, on va y exposer un tableau d'une Vierge à l'enfant, qui existe toujours aujourd'hui, et devant lequel des miracles vont s'opérer. Et ça va entraîner un effet finalement de pèlerinage ici au sein du couvent des Jacobins. Après la Révolution, le lieu, transformé en caserne puis en club sportif, végète. Mais SAMU se prépare. Un chantier de construction lancé par Rennes Métropole va transfigurer le couvent en centre des congrès. Le bâtiment est posé sur pilotis, suspendu à 14 mètres du sol. Ce sont des fondations provisoires qui le maintiennent le temps des terrassements et le temps de la construction de la structure définitive. Voilà, qui va le soutenir et qui va permettre de construire sous le couvent. Il est suspendu sur un réseau de pieux. Par contre, tout ce que vous voyez en termes de pieux va être démoli à un moment donné, quand la structure définitive se positionnera sous le couvent. Le projet architectural est audacieux. Des pans anciens sont conservés, alliés à des parties modernes. Sous le jardin, un auditorium, la chapelle, transformée en salle de conférence, 3800 places au total et 3000 m² d'exposition. Le centre des congrès est inauguré début 2018. Classé monument historique, le couvent bascule dans le XXIe siècle avec une nouvelle mission, faire de Rennes un centre de référence pour les échanges professionnels, universitaires et culturels. Voilà, Erwan, on va poursuivre sur l'histoire religieuse avec vous. Vous allez nous présenter une nouvelle conférence sur les âges d'or de la Bretagne. Oui, exactement. Ça sera donc le 23 janvier. C'est toujours un jeudi. Ça sera à 18h30. Cette fois-ci, à la Maison internationale de Rennes. C'est marqué derrière vous. Cette caisse Chateaubriand à Rennes. C'est organisé par Bretagne Culture Diversité et Skolem Sao. Et on passera cette fois-ci des vœux pieux d'Hugo aux hommes pieux avec Olivier Charles, qui est docteur en histoire et qui est spécialiste
de ces membres de la bonne société bretonne du XVIIIe siècle que sont les chanoines, et qui sont des personnages très importants puisqu'ils contribuent pour beaucoup à la diffusion des Lumières, donc en ce siècle, le XVIIIe siècle des Lumières, donc dans la péninsule armoricaine. À Saint-Brieuc, par exemple, le chanoine Michel Rufflet est célèbre pour avoir une bibliothèque qui comporte plus de 4000 ouvrages, ce qui est considérable, surtout si on se reporte à la diffusion du livre à l'époque. Alors c'est un dignitaire ecclésiastique, le chanoine. Oui, exactement. C'est un homme d'église qui est attaché ou à une église ou à une cathédrale et qui a des fonctions aussi importantes que diverses. Il peut s'occuper de la chorale, on parlerait d'action culturelle, peut s'occuper des pauvres, on parlerait aujourd'hui d'action sociale, mais aussi d'enseignement. Et c'est pour ça que le chanoine Rufflet, dont je parlais tout à l'heure, fait véritablement figure d'intellectuel, si vous me passez cet anachronisme, d'intellectuel dans la vie de Saint-Brieuc et des alentours. L'examen de sa bibliothèque est très intéressant. Il s'intéresse au droit, à la théologie, bien évidemment, mais également à l'histoire ou aux sciences. On est à cette époque où on peut avoir encore des connaissances encyclopédiques, puisque le domaine des connaissances n'est pas aussi vaste que maintenant, et on peut être bon en astronomie, en histoire, en littérature, en théologie. Voilà. Alors si on vous comprend bien, le XVIIIe siècle, c'est un peu l'âge d'or des chanoines bretons, finalement. Oui, mais bon, faut nuancer le tableau. Comme souvent, il y a certains chanoines qui visiblement ne mettent pas à profit la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions. À Tréguier, on a un drôle de personnage qui vit avec sa femme et en concubinage et des enfants, ce qui pour un religieux est quand même un petit peu problématique. À Vannes, on en a un autre qui arrive régulièrement ivre à la messe, donc c'est encore plus problématique. C'est le vin de messe, voilà. Il y a deux résolutions là, qui sont saccagées. Pour le coup, il n'a pas fait son dry January, ce chanoine, donc c'est vraiment... Son janvier sans alcool. Janvier sans alcool, parlons français exactement. Plus sérieusement, ce XVIIIe siècle, il se conclut par quoi ? Par une immense rupture qui est la Révolution française et qui annonce des temps relativement difficiles pour l'Église et plus encore pour les hommes d'Église. Et donc là, on voit bien ce qui se dessine, c'est une fonction de l'âge d'or qui est finalement un regard rétrospectif, mais surtout nostalgique pour décrire une période vue a posteriori comme étant idéale. Et comme toujours, on retombe sur l'indistinction entre la mémoire, par définition sélective, et l'histoire plus globale. Le vœu pour 2020, c'est donc de faire de l'histoire. On va se cultiver, se souvenir surtout. Merci beaucoup, Erwan. Parmi les bonnes résolutions, peut-être certains d'entre vous ont-ils décidé d'acheter ou de faire construire un appartement ou une maison. Eh bien, il faut aussi l'aménager, évidemment. Et c'est pour ça qu'Aurélie Vérité est toujours pleine de bons conseils pour nous. Aurélie, ce matin, vous allez nous présenter un projet justement d'aménagement et de décoration d'un futur appartement en construction. Voilà, c'est ça. On a travaillé pour un couple, en fait, un couple de retraités qui vont emménager dans un nouvel appartement. Et donc, on a travaillé sur plan, puisque c'est encore en construction, mais aussi à partir du mobilier qu'ils possédaient déjà. Ah, vous gardez le mobilier d'origine. Oui, voilà. C'est bien. Souvent, quand on a des projets, on peut avoir envie de tout renouveler, mais on a souvent une petite base de gros mobilier qu'on souhaite conserver, comme là, une belle table à manger en bois, un canapé, des tableaux aussi, des tableaux qu'on a envie de conserver puis qu'on a envie de remettre dans sa déco. Et donc, à partir de ces éléments, on a travaillé sur leur projet. Donc, je vous disais, on est sur un couple de retraités assez actifs. C'est des retraités qui sont très investis dans des associations. Et donc, dans le projet d'aménagement, ça a son importance parce que dans leur futur appartement, il y a un bureau pour monsieur pour pouvoir gérer ses activités associatives. Et madame, elle gère, toutes ses tâches administratives un peu sur le coin de la table basse à côté du canapé. Pas confortable. Voilà. Et c'est important, en fait, dans la découverte, pour nous, c'est important dans la découverte du projet d'aménagement, c'est de sentir comment les gens y vivent, quelles sont leurs passions, le temps qu'ils vont y passer et de faire en sorte qu'ils aient l'espace qu'il faut dans leur futur intérieur pour en profiter. Donc, alors, justement, comment avez-vous travaillé justement à ce projet au niveau de l'aménagement pour qu'il leur corresponde, parce que c'est ça l'objectif, bien sûr. Exactement. Donc là, le plan, on voit le plan vu de dessus. Donc la cuisine, elle est en haut. Elle était déjà aménagée, prévue
conçu sur plan avec une verrière pour pouvoir laisser passer de la luminosité vers la pièce de vie. Ce qu'on propose, c'est quand on rentre dans l'appartement, en bas, d'arriver sur la salle à manger, de mettre la table qui est ovale de biais, parce que ça donne une dynamique et puis que l'espace ici le permet d'avoir la table de cette manière-là. On positionne le gros mobilier avec les canapés en L. En face, on va avoir tout un aménagement avec une bibliothèque et un meuble télé. Et puis, on voit dans le coin l'espace bureau qui a été créé pour madame, pour qu'elle puisse s'installer confortablement pour travailler sur ses activités associatives. Enfin, elle va être contente. Alors, quelle teinte avez-vous imaginé ou travaillé en tout cas pour ce projet? Alors, il voulait travailler sur un esprit contemporain nature. Donc, en termes de matériaux, on a une base au sol, ça va être un revêtement bois. Sur la partie aménagement sur mesure avec la bibliothèque, on a travaillé sur de l'anthracite et puis un effet béton. Et puis au niveau des couleurs, on a rajouté de la peinture. Donc le coin bureau, il va être en jaune lisse pour avoir quelque chose de lumineux, tandis que l'entrée de l'appartement, il va être dans un vert nobile. Donc on est sur des choses plutôt nature. Et puis sur les tissus, on a travaillé sur du velours avec des fauteuils dépareillés. On va avoir du vert bouteille, du bleu encre, du jaune moutarde, et aussi sur un beau fauteuil avec un tissu wax, donc qui est assez coloré, on va dire. Voilà, on verra sur les 3D ce que ça va donner. Alors justement, on va découvrir ça tout de suite en projet 3D. La table à manger, peut-être d'abord. On va voir ça, voilà, ce que ça donne au résultat. Ah voilà, mais c'est Voilà. pas mal la table à manger comme ça de côté, de biais. Voilà, de biais, ça donne une dynamique. Et puis là, les rideaux sont fermés, mais derrière, en fait, il y a une grande baie vitrée qui donne sur la terrasse. Donc on a recréé aussi un petit coin salon pour qu'ils puissent s'installer et profiter de la luminosité vue sur la terrasse. Donc en effet, on voit la salle à manger. Derrière, on voit vue sur la verrière. Là, on a travaillé sur une verrière avec la manière de poser les claustras, la manière de poser la verrière, du coup, va être sur une allure plus contemporaine qu'industrielle. Le fait de les décaler. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est sympa. On n'est pas sur de la Bibli de chanoine. Hein. Je ne sais pas si... Il n'y a pas 4000 bouquins dedans. Non. Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas rangé la bibliothèque dans la vue 3D. Mais je crois qu'ils en ont pas mal. En tout cas, on est sur... en effet, ils ont pas mal de bouquins, puis aussi des bibelots. Donc là, et puis on voit sur le mur, on a aussi un chauffage qui est déjà sur le mur. Donc ça permet de travailler sur de l'aménagement sur mesure. On va pouvoir justement réintégrer chaque bibelot qu'ils ont dans leur intérieur. On voit du coup le coin bureau sur le fond avec une peinture appliquée sur les murs et le plafond de biais pour amener de la lumière, avec là aussi un fauteuil, un super fauteuil avec un tissu végétal avec des oiseaux qui est magnifique. Tendance, le végétal. Ouais. On le retrouve partout, que ce soit dans les voyages et dans les intérieurs. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent. On retrouve aussi une petite cheminée à l'éthanol. C'est pareil, c'est ce qu'ils recherchent. C'est la sensation du feu, le confort, le cocooning, voilà. La chaleur. La chaleur, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir ce que ça donne en réalité virtuelle, une petite visite? Voilà, on a une petite visite en vidéo pour vous projeter. Comme si on y était. Oui. Voilà, on entre. Voilà. Il fait toujours beau dans cet appartement. Alors que les rideaux sont fermés. Oui. C'est chic. Ouais. Mais c'est sûr que ça aide en fait à visualiser la représentation des espaces et voir ce que ça va donner. Et puis les proportions. Voilà, inspiré par cette planche tendance végétale. Ouais. Ouais. C'est sympa. Et le jaune, vraiment, ça met de bonne humeur en plus, je pense. Il y a le bois aussi, il y a du parquet un peu, donc c'est un côté chaleureux, j'aime bien. Ouais. Et ce couple de retraités peut donc garder son mobilier, ce qui est quand même important. C'est vrai qu'on est toujours attaché à ses meubles et parfois, tout changer d'un coup, ça fait un peu beaucoup. Oui. Puis si c'est pas opportun, il faut doser entre ce qu'on renouvelle et puis ce qu'on conserve. Petits pas, la politique des petits pas. Oui, c'est ça. Ça dépend des projets. Des fois, c'est mieux de tout virer. Et ça, c'est le grand bond en avant. Mais ça a été pris par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Bon, on va tout de suite aller voir Billy à la SPA, ma chère Catherine. Mais voilà, ça peut être une bonne résolution aussi d'adopter. Adopter un animal, lui donner du bonheur. Un petit chien. Oui. Je croyais qu'il fallait adopter Billy. Non, Billy, c'est bon. Il est adopté depuis très longtemps. Allons donc voir à la SPA de Rennes ce joli petit chien.
Bonjour. Bonjour. On est enfin retourné dehors parce que ces derniers jours on était à l'intérieur, il faisait vraiment trop froid. Bon, c'est pas beaucoup mieux ce matin. Non, c'est pas beaucoup mieux. Alors, on est avec ce petit bonhomme qui est trop mignon, qui s'appelle Il s'appelle Fritz. Fritz. Oh là, il est hyper obéissant. Et justement, si on a froid, c'est le chien idéal parce qu'il est dynamique et que du D'accord. coup, on peut faire du sport pour C'est ça, voilà. pour se réchauffer avec lui. On va aller faire alors du canicross, on va aller courir, de la balade, voilà. Exactement. C'est un chien qui a besoin de bouger. C'est un chien qui a besoin de bouger, qui est aussi très calme en intérieur, donc voilà, il saura s'adapter à pas mal de À chaque situations. fois qu'on dit c'est un chien qui a besoin de bouger, tu remarqueras Ouais, qu'il reste c'est assis, calme. qu'il ne bouge pas le chien. Après, une fois bien canalisé, la preuve, ça peut être un chien qui est posé, à l'écoute, obéissant. Voilà, mais c'est un petit chien qui a besoin quand même de se dépenser pas mal. On évitera les chats quand même dans son foyer. Ça marche. Il pourra cohabiter avec un copain, alors dans l'idéal plus grand que lui. Ah oui. Oui, il aime Ça, bien c'est les marrant. grands chiens, il a même tendance à dormir avec son copain de boxe dans le même panier. Ok. Mais on évitera les chiens plus petits que lui quand même dans son foyer. Ça marche. Ah oui, d'accord. Après, Plus petit, non. Par contre, il veut bien un grand frère, mais pas un petit frère. Exactement. Bon, ça Des marche. enfants, aucun souci. Enfin, Ok. voilà, mais avec l'humain, c'est vraiment un chien qui est super mignon. Enfin, Il est top. Quel âge il a, ce petit Il a Fritz 2 ans, il est encore Ah tout jeune. oui, ouais, c'est encore une petite crevette, Il a ça. encore beaucoup de choses à apprendre. Il a déjà des petites bases d'éducation. Ok. Mais il a encore pas mal de choses à apprendre. Et puis découvrir la vie avec des belles balades, des belles randonnées, du sport. Ça marche. Voilà, une Bon. gentille famille qui prendra son Eh ben écoutez, Fritz, il était là aujourd'hui. Eh ben on vous dit tous à demain. Ciao, ciao. Ciao Billy, et puis on espère que Fritz va trouver très très vite une nouvelle famille. Allez, eh bien c'est déjà la fin de cette première émission de l'année. Peut-être qu'on peut se quitter quand même en rappelant les quelques petites astuces pour mettre du positif dans sa vie en 2020. Hein. Eh bien, je dirais celle à retenir, tout simplement, c'est repérer tous les petits bonheurs que vous rencontrez dans la journée. Et si sur le moment vous n'y arrivez pas, posez-vous le soir, refaites un petit bilan, repérez, essayez de ramener 3 petits kiffs que vous avez rencontrés, même dans votre journée pourrie, parce qu'il y en a toujours. Et simplement de faire cette gymnastique, il y a un moment où ça va muscler votre bonheur, votre capacité à le repérer, et ça sera toujours ça de gagner. C'est très sportif en fait le bonheur. Il faut s'entraîner. On va faire un duo avec Hugo. Ouais, je pense. Il va falloir aller à la piscine par contre. Hein. Ouais. En basket, attention, c'est compliqué. Ça devient ambitieux. Peut-être pas tout de suite, je vais d'abord progresser et ensuite je t'inviterai. D'accord, ok. Allez, vous avez retenu chaque jour 3 kiffs dans la journée, et puis comme ça, on booste son moral et on booste justement ses relations avec les autres pour s'épanouir encore plus. Allez, merci beaucoup à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Déjà, on se retrouve demain, mardi, à 10h45. On évoquera entre autres les solutions pour faire garder nos animaux de compagnie. Bah oui, on les aime, nos petits animaux, on les chouchoute, évidemment. Allez, on vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. On vous dit à demain, Kenavo. Au revoir.